Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans les Échos du paddock, 19e émission. Déjà, on ne s'en lasse pas de vous retrouver toutes les semaines pour parler autocross et sprint car, que ce soit avec les pilotes, avec les organisateurs, ceux qui nous permettent de nous retrouver tous les 15 jours et de pouvoir vivre avec passion cette discipline, mais aussi avec des équipementiers. Et ce sont des équipementiers que l'on va recevoir ce soir. Et pour m'accompagner, je le remercie de sa fidélité aussi, parce qu'il commence à être un habitué de cette émission. C'est Patrick Moreau. Salut Patrick, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Florian. On accueille ce soir deux équipementiers qui ont des missions totalement différentes, mais pour le moins complémentaires. Le premier d'entre eux qu'on accueille, c'est Maurice Defaux, qui représente la société P2S. Salut Maurice, bienvenue. Bonsoir à tous. Et puis le deuxième, c'est Philippe Camonin, bien sûr, pour la société Kamoto. Salut Philippe, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Voilà, ce soir avec vous les garçons, on va pouvoir parler technique, vos différents succès, qui vous êtes, parce que c'est vrai qu'on entend sans cesse parler de vous en disant souvent les pilotes sur les podiums vous remercient sans savoir vraiment qui vous êtes. Ça va déjà permettre de pouvoir mettre un visage sur les noms et sur les marques que vous représentez. Et puis vous allez surtout pouvoir nous parler de votre entreprise, de votre activité et de la spécificité de votre quotidien. Patrick, on a pu échanger avec les garçons sur l'historique de leur entreprise tout à l'heure en off. Oui, absolument, absolument. On va commencer avec Philippe Camonin, la société Kamoto, qui est située à Bar-le-Duc, c'est dans la Meuse. Philippe a commencé, on va dire, à vraiment avoir mis les doigts dans la construction des châssis en 1981, mais vraiment la société Kamoto, elle, date de 2001. On le sait, Philippe Camonin, multi-champion, champion de France, champion d'Italie, champion d'Allemagne. Il a même un titre de champion d'Europe junior avec Kevin Mulcler. Il a remporté toutes les divisions, bien sûr, de sprint car. Et il est également champion en Buggy 1600, en Super Buggy et en Buggy Cup. Il n'y a que la voiture de tourisme qu'il n'a pas touchée. Donc, joli palmarès quand même belle carte de visite pour notre ami Philippe. Et puis, du côté de P2S, Performance Suspension Système, avec Marcel Defaux, eux, ils sont situés dans le nord, dans les Hauts-de-France, entre Lille et Valenciennes. Voilà. Et bien là aussi, Marcel, commencé par le motocross. Il a été mécano en Grand Prix. C'est Maurice le prénom. Pardon, j'ai dit Marcel. Oh, pardon. En plus, je le connais bien. Oh, pardon, excuse-moi. Ouais, donc je disais, il a commencé par le motocross en Grand Prix. Il a fait du rallye raid avec Toyota, toute l'époque Toyota, la grande époque, bien sûr. Alors ils ont fait également, ils sont dans le rallye, ils sont un petit peu en motocross, ils sont vraiment un petit peu partout. Et puis depuis 2011, il est arrivé sur le sprint car avec Nico Langandry. C'est vrai, je me rappelle, Nico nous a amené ça, et c'est par lui d'ailleurs que on a fait les premiers partenariats, on va dire, publicitaires avec la société P2S par l'intermédiaire de Nico Langandry. Voilà. Puis là, pour P2S, Maurice, c'est depuis 1987 qu'il est dans le système. Alors donc, ça fait déjà là aussi une belle carte de visite. On reviendra peut-être un peu plus en détail, il nous expliquera tout ça, lui, après un peu mieux. Mais bon, déjà, on a deux poids lourds, on va dire, et qui sont complémentaires dans leur métier, puisqu'ils travaillent régulièrement ensemble, la société Kamoto avec la société P2S. Voilà, et ils sont, on va dire, pour les gens du Sud, voisins du Grand Nord de la France, on va dire, entre la Meuse et les Hauts-de-France. Philippe, on a voulu compter en off tout à l'heure, mais impossible de compter le nombre de couronnes nationales pour la société Kamoto. Il y en a eu énormément. Ce qu'on a réussi à retracer, en tout cas, c'est le premier titre de champion de France. C'était en 2006 avec un certain Vincent Delarue. Raconte-nous comment ça s'est passé. Bien, ça s'est passé à l'époque, Vincent roulait sur un châssis Fouquet et il a voulu changer. Donc il a racheté à l'époque, il me semble, le châssis de Félix Marcel, dans lequel il a fallu que j'adapte un petit peu parce que Vincent, très grand, et tout de suite il s'est senti à l'aise et il a mené le championnat de pratiquement de bout en bout, presque, il me semble, si je me souviens bien.
Et il a fini par gagner le championnat. C'était mon premier titre. C'était important, très important. C'est important, effectivement, et c'est la concrétisation et l'aboutissement de l'investissement que l'on met quand on crée son entreprise avec les risques et l'engagement que ça représente. Ouais, enfin, après, sincèrement, j'ai jamais trouvé ça difficile. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne s'en rend même pas compte, parce qu'en fait, quand on fait le point, on passe 15 heures dans l'atelier, mais comme c'est du loisir, enfin, ouais, je peux dire que c'est du loisir, c'est du plaisir, donc on ne se rend même pas compte que c'est dur, en fait. Puis, c'est après, avec le recul, on se rend compte, oui, il y avait du travail quand même. Alors, Philippe, explique-nous, parce que 81 première construction d'un sprint car pour toi, pour t'amuser dans les champs, parce que la Fédération française de sport automobile n'avait pas encore à l'époque reconnu le sprint car comme une discipline à part entière. Hein. Donc là, c'était vraiment comme beaucoup l'ont fait pour aller s'amuser dans les champs et se dégourdir les jambes un petit peu. Oui, à l'époque, il y avait une revue qui s'appelait Trike et Quad. Et il y avait une fois, il y a eu un reportage sur des constructeurs aux États-Unis dans les dunes, en Californie, qui faisaient des petits buggy pour rouler dans le sable, quoi. Et là, ça m'a dit, wow, ça m'a tout de suite paru super intéressant. Et je fais enfin, c'était pas un sprint car comme on les connaît aujourd'hui. Et ensuite, j'ai évolué en fonction de la fédération qui a créé cette catégorie avec à l'époque la famille Fouquet à la base, hein, ça faut pas l'oublier, la famille Fouquet et la famille Choré qui sont à la base du sprint car en France. C'est eux qui ont lancé tout ça et je trouve que c'est une belle aventure et puis nous on la poursuit, c'est bien, quoi. En 2001, c'est la création de la société Camoto. C'est pour répondre à une demande de plus en plus importante de la part des clients. Oui, je roulais un petit peu, pas très très bien. Et à l'époque, il me semble que c'est Benoît Drouin. C'est Benoît Drouin qui a commencé à rouler, qui marchait très très fort. Et puis assis de fil en aiguille, voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis voilà, j'ai quitté l'administration et j'ai créé Camoto. Que de chemin parcouru, puisque pour les téléspectateurs qui débarquent et qui ne vivent pas sur la planète Terre, Camoto, c'est le constructeur de certains pilotes comme Florent Tafani, Julie Maclouf, Damien Crépeau, Johan Derum, Vincent Delarue, on en a parlé, Maxime Brosseau, Kevin Winkler, la famille Dubourg, bien sûr. Tout le gratin du sport automobile français est passé dans les mains de Camoto. Thomas Christol aussi. Thomas Christol, bien sûr, j'allais y venir, et Jason Reinhardt, mais là, ce sont les plus fraîchement titrés, donc on va revenir tout à l'heure en détail sur leur saison passée, bien sûr, à ces deux garçons. Je voulais revenir avec Maurice sur la société P2S en elle-même, et ce que vous avez fait, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure, c'était passionnant, ce que vous avez fait avant de rencontrer le monde du sprint car, parce que vous avez fait plein de choses. Ah oui, effectivement. Avant de créer P2S, parce qu'en fait P2S c'est une marque qu'on a créée entièrement en 2011. Mais auparavant, Performance Suspension était, voilà. Donc tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé par la moto et la motocross. Bon, ensuite on a eu des titres en motocross, des titres sur les courses de sable, ce qui ici dans la région c'est inévitable, mais aussi en quad. Hein, et on est arrivé, on a fait à l'époque, moi j'ai travaillé aussi avec PRM, mais par la marque Proflex, parce que au départ, moi j'ai fait la distribution de la marque Proflex. Je fais toujours d'ailleurs, mais dans les années 90 jusque il n'y a pas très longtemps, on était à 100% avec eux. Bon, le fait qu'on ait changé, qu'on ait créé cette marque, c'est parce qu'on avait l'intention de voler nos propres ailes. Et ça a été un challenge relativement intense à relever. On s'est donné les moyens, on s'est battu, et j'ai une équipe qui est formidable pour ça, pour relever tous ces défis au quotidien. Ouais. Relever les défis du quotidien, parce qu'aujourd'hui tu es un équipementier, mais tu as aussi été un peu de l'autre côté de la barrière, parce que tu nous racontais qu'avant l'aventure P2S, tu étais mécanicien pour les Grands Prix. Un peu comme Philippe, hein, j'ai commencé ma carrière de pilote, hein, j'ai fait pas mal de choses en pilote, que ce soit en enduro, en motocross, etc. Et puis, bon, normalement, il faut se rendre compte qu'on n'est pas champion, mais par contre, on a cette passion qui nous anime, et cette passion, on la garde toujours.
33 ans d'expérience dans le sport mécanique, je pense que j'ai pas vu le temps passer, absolument. On est toujours autant passionné et on aime toujours ce qu'on fait et j'espère que ça va durer encore longtemps. Hein. Patrick, Maurice vient de nous dire 33 ans dans le sport mécanique. Pour Philippe, ce sera les 30 ans, l'année prochaine de la création de la société. Ce sont des longévités rares dans le sport automobile parce qu'on le sait, les garçons ne vont certainement pas nous contredire, les marques, que ce soit de châssis ou d'amortisseurs, le succès peut quelquefois être cyclique. Il y a quelquefois des effets de mode, mais il faut réussir à passer les vagues et être toujours présent. Et ça, Patrick, c'est quelque chose de rare. Et l'expérience des garçons nous montre que c'est possible à condition d'être sérieux, rigoureux, appliqué et de rester toujours très professionnel. Oui, voilà, absolument. Hein. On connaît bien les deux garçons. On connaît leurs compétences, on connaît leur sérieux, on connaît leur suivi. Ce sont des gens qui sont présents sur toutes les épreuves du championnat de France, qui essayent de venir sur les épreuves des trophées. Hein. On essaye de faire au maximum, de se couper vraiment en quatre. Quand j'entends Philippe qui me disait que les journées qu'il passait auprès de ses machines, on en est tous conscients. Il est clair qu'à un moment, même, on arrive pratiquement, la passion tellement elle nous dévore, on arrive même à mettre en jeu un petit peu le couple. Je ne veux pas dire par là que ça va mal chez Maurice ou chez Philippe, hein, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et il est clair que si vraiment, on n'a pas, on va dire, le conjoint qui partage un petit peu, c'est un petit peu comme nous. Hein. Si on ne partage pas la passion, c'est compliqué pour pouvoir continuer. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un succès toujours présent pour Philippe. Philippe, on va revenir sur cette saison 2019 avec 2 titres de champion de France, un pour Thomas Christol et le deuxième pour Jason Reinhardt, dans les 2 catégories les plus folles que ce que propose l'autocross et le sprint car français. Ah oui, le sprint car en super sprint, en maxi sprint, pardon, en super sprint, je vais y arriver. Et le 1600, c'est vraiment très très rapide et spectaculaire. Les gamins qui gagnent là-dedans. Et je pense que ce qu'est en train de faire la FIA avec le XCC Crosscar et tout, et la suite, on va découvrir des pilotes français. Ils vont pouvoir avoir l'opportunité d'aller un peu plus haut et on va trouver des gens très rapides, je pense, pour le rallye et le rallye cross derrière. Philippe, on ne cesse de parler de cette catégorie de promotion qui est la junior sprint, qui amène vers les sommets nationaux et européens. Thomas est le pur produit Kamoto. Il a fait ses armes en junior au volant d'un Kamoto. Oui, lui, il a gagné junior et ensuite 1600. C'est la preuve qu'en partant d'en bas, eh bien, on arrive à faire des très beaux résultats et puis surtout de très très bien piloter, rouler très très vite. Jason, lui, a réussi à briller dans la super sprint qui est encore, n'ayons pas peur des mots, peut-être encore plus dur que la Buggy 1600, sans enlever aucun mérite à la Buggy 1600, mais tu les connais mieux que moi, les clients de la super sprint, et pouvoir s'imposer à l'issue d'un championnat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui. Après Jason, je lui ai déjà dit, Jason, il me rappelle quelqu'un comme Johan Derum, qui sont mentalement très 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 solides, comme Thomas Christol. Ils ont un mental, ils sont indéboulonnables, même quand ça va mal, ils sont capables de faire ce qu'il faut pour pas perdre trop de points et pas aller à l'abordage et tout risquer de tout casser. Et Jason, c'est ce qui a fait sa force l'année dernière. C'est sûr qu'il y avait des gens rapides autour de lui, mais je l'ai vu à Steimbourg où il n'avait jamais roulé sur la piste. Il a fait un temps au chrono très très mauvais, très très mal placé. Et là, c'est là où j'ai vu qu'il y avait quelque chose, parce qu'il a limité la casse toute la journée. Il a passé entre les gouttes, il a passé entre les accrochages et le dimanche soir, il était 7e. Et faire 7e dans une manche du championnat de France en super sprint sur un circuit qu'il ne connaît pas, ça veut dire beaucoup de choses. C'est déjà effectivement une belle démonstration de pilotage. Maurice, je voudrais avoir ton avis parce qu'on le sait, Philippe est né dans le sprint car. Maurice, toi, tu n'es pas né dans le sprint car. Dis-nous ce que tu as ressenti quand tu as découvert notre discipline. Et qu'est-ce qui te surprend encore dans notre discipline ? Alors, quand on vient du sport auto, on va dire, quand on a travaillé dans différents secteurs du sport auto, que ce soit, comme je t'ai dit tout à l'heure, en rallycross avec des gens comme Marc Maurice ou même en supercar, et qu'on arrive, on se dit, bon, le sprint car, ça devrait être facile.
Et en fait, on se prend une claque mémorable en disant ben là, il va falloir se remettre en question. Et en fait, on s'est remis en question. Et je pense que c'est la ligne de conduite qu'on s'est fixée maintenant, c'est se remettre en question constamment. Parce que c'est une discipline qui est tellement compliquée, où les temps sont tellement serrés, que faire gagner nos pilotes, leur trouver les solutions pour les faire marcher, ça demande énormément de travail en constant. Il faut toujours chercher les solutions. En ingénierie, dans les matériaux, pour faire baisser les temps. Voilà. Sans révéler de secret de Polichinelle, j'imagine que, parce que bon, vous connaissez mes connaissances techniques qui sont proches de moins 10, sans révéler de secret de Polichinelle, j'imagine que tous les 15 jours, il faut absolument revoir les réglages et tout au long du week-end, parce qu'on le sait, on le voit, les pistes sont changeantes. Donc quand on est fournisseur d'amortisseurs, on passe son temps à les régler et à tenter de trouver la solution, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Les pistes évoluent, pas toujours de la même façon, selon les régions, selon la configuration de la piste, et les championnats évoluent aussi. En fait, on a pu remarquer que les setups qu'on avait définis il y a quelques années ne sont plus forcément valables maintenant. Et c'est à nous de trouver des solutions techniques pour que l'amortisseur puisse pallier à ça et donner toujours plus de satisfaction à nos pilotes. Puis il faut pas oublier une chose, c'est que nos petits concurrents, c'est un petit peu la guerre, quoi. Autant on s'entend très bien sur le parc, mais globalement, on est là aussi pour pas se laisser faire et trouver des solutions techniques pour être devant. Voilà. Donc c'est ça, là, mon équipe là-dessus est formidable et trouve des solutions et se remettre en question. Mais il arrive des fois, pour la petite anecdote, où on revient de course, on se parle pas pendant 8 heures. Hein. On a été déçus, on se dit pas un mot. C'est-à-dire que et le lendemain matin, on a une bonne réunion et ça cache un peu et voilà, on repart et on est tous revenus d'aplomb. Mais c'est arrivé souvent, ça. C'est histoire, on se parle pas un mot pendant 8 heures. Maurice, de façon toute simple, un amortisseur, c'est quoi? Un amortisseur, résumer un amortisseur en 2 secondes, c'est impossible. Mais un amortisseur, c'est un système hydraulique qui va donner le maximum de performance. Alors, donner révéler les secrets ou les solutions de chacun. Non, mais un amortisseur, ça reste un système hydraulique avec des performances ou des systèmes adaptés à chaque fabricant. Voilà. Ouais. Voilà, oui. En gros, c'est une tige qui rentre dans un tube et il y a des clapets. On filtre l'huile pour faire les réglages. Hein, moi qui connais ça, mais alors. Oui, c'est un peu. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais la base est là, oui, la base est là. Et Maurice, j'ai trouvé un ingénieur tip-top pour faire la prochaine série d'amortisseurs. Patrick a l'air de maîtriser ça. Écoutez bien, j'ai une anecdote de ça, je me rappelle, il y a quelques années, Andrea Dubourg, que tout le monde connaît bien, et Roger Calvet. Alors, c'était au début des amortisseurs 3 voies. Alors, je ne sais pas vous si ça vous parle, ça. Moi, vous, bien sûr. Moi, ça me passe vraiment très haut au-dessus. Et Andrea était en train d'expliquer à Roger Calvet comment régler ses amortisseurs. Et je te promets, alors il lui expliquait, alors tu vois, tu as des clics, tu déplaces, clic comme ça, clic comme ça, compression, détente. Et le pire, c'est que ça marchait, quoi. Il avait tout compris, le gamin. Il avait vraiment tout compris, pour dire un petit peu comment c'est complexe. Je voudrais revenir maintenant chez Philippe, moi. Philippe, une machine comme ça, tu poses ta machine. Est-ce que tu as des moyens de réglage pour le faire évoluer, on va dire, sur le circuit? Est-ce qu'il y a moyen de te retoucher sur certaines choses pour pouvoir, je ne sais pas, changer des histoires de garde au sol, des trucs comme ça, des choses comme ça? Oui, on peut modifier tout un tas de choses pour aider le pilote à améliorer les chronos. Après, la difficulté, c'est de savoir quoi faire, à quel moment et quand. Mais oui, on peut régler pas mal de choses. Oui. Et je pense que on va dire le principal souci peut-être, c'est arriver à trouver avec le pilote le retour d'expérience qui puisse vous expliquer quand on fait une modification, dans quel sens ça va. Je pense que c'est peut-être ça qui est le plus compliqué, non?
C'est toujours pareil, il y a des pilotes qui sont plus doués que d'autres pour ressentir comment se comporte la voiture et quoi y faire. Mais en fait, je pense que c'est tout simplement... je leur dis souvent d'aller voir avec Florent Tafani qui leur explique comment réagit la voiture. Et en fait, c'est que ça, quoi. La façon dont se comporte la voiture, ils vont le ressentir et lui, il va leur explique comment ça se passe et ce qu'il faut faire. Mais moi, de ma part personnelle, c'est compliqué de dire à un pilote comment il faut qu'il s'y prenne parce que vu mon niveau en pilotage, je peux lui dire tout un tas de choses techniques sur la voiture, mais dire comment s'y prendre, c'est... Et le cross-car, par rapport à d'autres disciplines de sport automobile, je pense que la part du pilote reste encore énorme. Ouais. Parce qu'en fait, quels que soient les constructeurs qui sont sur le marché, aujourd'hui on a sensiblement tous les mêmes machines, elles sont toutes au même poids, même longueur, même largeur. Voilà, il y a quelques petites différences, mais en fait, c'est le pilote qui fait la différence encore dans cette discipline. Ouais. Et pour Maurice, alors, le retour d'expérience du pilote, les sensations? C'est la traduction des retours, enfin des analyses faites par le client est pas toujours évidente, mais ça il faut apprendre à les connaître. C'est l'intérêt d'être là sur le terrain depuis quelques années, parce qu'on arrive à traduire un peu leur analyse. Il y a plusieurs éléments. Il y a le ressenti du pilote, l'environnement qui peut jouer un rôle important. Aussi le fait que les langages soient différents entre les régions. C'est ça aussi, les expressions sont pas toujours les mêmes. Alors au début, ça peut paraître assez perturbant, mais on s'y fait. Et finalement, oui, ça fait partie la discussion, la compréhension, l'analyse des données. Voilà. Bon, alors oui. Je crois que vous faites aussi un gros travail d'observation. Hein. Vous regardez un petit peu passer les machines, vous regardez un petit peu comment vos clients, les machines de vos clients se passent. C'est pour ça qu'on veut être plusieurs sur les courses, parce que il faut regarder un peu chaque manche. Avoir quelqu'un qui soit un peu le guetteur de ce qui se passe en roulage, mais aussi avoir la liaison dans le paddock. Donc on s'appelle, même souvent les téléphones portables, on s'appelle, on débriefe ensemble et tu vas voir un tel et voilà, on essaie de trouver des solutions. Bon. Mais la problématique de la discipline, c'est ça, c'est l'évolution de la piste, les arrosages qui sont aléatoires. Bon, il faut trouver le compromis sur l'épreuve et puis faire en sorte aussi les pneus, qui sont pas forcément évidents, notamment sur les sprint cars. Donc faire en sorte que tout aille bien et qu'on passe un bon week-end quoi, avec tout le monde. J'ai une question technique encore pour toi, Maurice. On entend parler de cette nouvelle motorisation, le MT-09 dans la catégorie Super Sprint. Est-ce qu'un moteur peut influencer, oui ou non, le réglage des amortisseurs? Complètement, oui, complètement. La notion, les réglages. Alors, si on parle de moteur, on va parler des différentes disciplines, notamment sur le sprint car. Bien évidemment, on ne règle pas les mêmes amortisseurs pour du junior, pour du maxi, pour du super sprint, et avec le MT-09, les rapports de coupe sont pas les mêmes, les notions de passage sont pas les mêmes, la vitesse moyenne n'est pas la même. Donc, ça, on y prête fortement attention. Comme on prête attention également aux différentes structures châssis. On peut pas régler un K-moto quand on règle un autre châssis en multibras ou bitriangle. Ça, c'est pas les mêmes façons de régler. On tient compte des raideurs châssis aussi, de la façon dont est fait le châssis. Bien sûr, oui. On en a parlé tout à l'heure. P2S, c'est une grosse boutique. On est sur quasiment de l'industrie. C'est 7 personnes qui travaillent, c'est 2 ingénieurs à temps plein, 2 ingénieurs qui se déplacent avec toi sur les épreuves. Et l'idée, c'est de grossir l'équipe et d'être encore plus nombreux l'année prochaine, notamment sur les futures épreuves. Alors, oui, c'était prévu cette année déjà. Pour 2020, on avait recruté une nouvelle personne qui est
un technicien qui est prévu de venir avec nous sur les épreuves. On a investi, je pense que pas mal de gens l'ont vu à travers les séances d'essai, sur un camion totalement équipé pour pouvoir intervenir sur la réparation éventuelle des amortisseurs et puis offrir encore une fois le meilleur service. Ouais. C'est important et indispensable, vous l'avez bien compris tous les deux, Philippe aussi, d'être présent sur les épreuves. On ne peut pas s'afficher équipementier et ne pas être présent et à la disposition de nos clients. De toute façon, on l'entend aussi, nous Patrick, du côté des pilotes, qui peuvent pester quelquefois parce que leur équipementier n'est pas là. Donc là, je crois que c'est une vraie force. Philippe, tu l'as compris, tu n'as pas loupé une seule épreuve quasiment des 20 dernières années. Quelques-unes quand même, ça m'est arrivé, mais j'essaye toujours d'en louper le moins possible. C'est assez important. Oui. Il faut pouvoir accompagner les pilotes parce qu'on le sait, on a une discipline. Bien évidemment, on ne fait pas du stock car, mais il y a quelquefois des contacts et il faut avoir un peu de pièces détachées disponibles et pouvoir répondre aux sollicitations des clients. Oui, bien sûr. Non, pour moi, c'est vrai, c'est pas du stock car, mais de toute façon, à partir du moment où il y a un peloton, c'est forcément, ça se touche, même en Formule 1 où c'est les meilleurs pilotes de la planète, ça se touche bien quand même. Donc oui, il faut être là pour avoir le matériel. Oui. C'est vrai que ça arrive quelquefois. Maurice, on disait tout à l'heure, on a commencé avec notre copain Nicolas Langandry en sprint car et en super sprint notamment. Et puis désormais, on travaille avec d'autres pilotes et de nombreux titres de champion de France, le clan Plia. Il y a Jason Reinhardt aussi avec qui tu travailles. Et puis, il y a l'autocross et la division Buggy 1600, voire même Super Buggy, avec le clan Feuillade notamment. Oui, bah ça, l'aventure Feuillade, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bosser avec Johnny au départ pour l'Europe, ça a été un super défi quand Johnny est venu nous voir. Et on a été vraiment pris à cœur de relever ce défi avec Johnny, surtout que c'est un extraordinaire pilote, avec un feedback qui est vraiment là exceptionnel. Donc ça nous a permis d'évoluer. On a encore fait une Evo cette année sur sa machine. Bon, voilà, malheureusement, il a pu rouler qu'une seule fois avec. Mais voilà, c'est une autre démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est déplacé. Enfin, François, mon premier ingénieur, s'est déplacé avec lui en Europe pour comprendre un peu la discipline. Bien évidemment, on a réglé une machine pour l'Europe, avec les exigences de l'autocross en Europe, qui sont pas du tout les mêmes qu'en France. Mais du coup, voilà, maintenant, Claude nous a rejoint aussi cette année. On a fait du comparatif et il a opté pour les P2S, oui. Mais il y en a d'autres. Maintenant, grâce à Philippe, on va équiper les deux frères Brosseau, Victor et Maxime. Il y avait aussi l'année dernière Paulo Fauconnier, qu'on avait déjà équipé sur le cas moto. Ça s'est plutôt bien marché pour une première année. Et puis les Buggy Cup, que ce soit Buggy 1600, Super Buggy, avec Germain Bousset aussi, qu'on avait fait dès le début. C'était aussi un beau challenge aussi. C'est toujours des défis à relever. Juste pour revenir sur le clan Brosseau, tu avais prévu de les équiper pour 2020 ou est-ce que tu as déjà travaillé avec eux? Alors, ça s'est fait un peu sous l'initiative de Philippe. C'est une demande de faire du test comparatif. On est arrivé en séance d'essai avec les amateurs pour faire du comparatif et ça a été plus que positif, oui. Philippe, la famille Brosseau, on a aussi là une équipe sérieuse, rigoureuse, qui a l'envie de bien faire, qui je ne sais pas pourquoi manque souvent de chance pour conclure. Mais en tout cas, Maxime nous a fait la démonstration que lorsqu'il était en forme, ça marchait très très fort et ça ne pourra que mieux marcher avec les amortisseurs P2S. Ah oui, là la séance d'essai qu'on a fait, il n'y a pas photo. Là, ça marche très 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 fort. Alors comme disait Polo l'année dernière, il me disait en parlant de Maxime, lui il vient d'une autre planète. Mais là, c'était encore pire pendant la séance d'essai. Soudain, je pense que... C'est vrai que l'année dernière, il a fait avec de la malchance, des problèmes sur la voiture. Mais là où quand ça marchait, il a dû faire 7 poules, je crois quand même. Oui, bien sûr. Et il est vraiment exceptionnellement rapide. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vu faire des choses à me mettre les poils debout sur les bras. Donc, quand le pilote, quand on est sur le bord de la piste et qu'on a les poils debout sur les bras quand ça double, c'est que c'est bon.
C'est que c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maurice, tu disais que pour Johnny, vous l'avez accompagné sur les pistes européennes, hein, c'est ce que tu disais. Oui, on n'en fait pas toutes, hein, quelques-unes quand même, parce que vu la distance, c'est compliqué. Ça, c'était fait en 2018. Voilà. Et voilà, bon, ça, c'était avec Johnny. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être partout parce que, comme on expliquait tout à l'heure, nous, on fait aussi d'autres disciplines. Hein. On est aussi présent sur des courses de rallye tout-terrain, des courses d'endurance, des courses de. Donc, au final, il ne peut pas se couper en quatre, malheureusement pour nous. Voilà, mais et puis bon, il était plus largement satisfait du comportement de la machine. Il n'a pas été très exigeant pour cela. Ouais. Est-ce que l'aventure P2S en Europe a aujourd'hui, ou peut-être pas encore, mais c'est en cours, apporté de nouveaux clients internationaux? Je ne sais pas si on a la volonté de s'impliquer à 100%. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. C'est où on fait l'Europe ou on fait le France. D'accord. Je pense qu'on ne pourra pas faire les deux. Financièrement, l'Europe, c'est quand même des gros déplacements. Il y a des acteurs présents au niveau des suspensions sur l'Europe. Et puis, il y a aussi la barrière de la langue. Enfin bon, il y a pas mal de petits problèmes comme ça. Pour l'instant, on reste concentré sur le championnat français, tout au moins pour l'autocross, oui. Effectivement, il y a déjà beaucoup de disciplines que tu viens de nommer qui occupent également vos quotidiens et vos week-ends. Philippe, ça devait cette année être le grand retour de Camoto sur la scène européenne avec Thomas Christol, avec des espoirs fondés et légitimes, parce qu'on sait, on connaît toute l'excellence de Thomas. Oui, bah, c'est reporté pour mieux sauter. Il fera ça l'année prochaine. Ça repartira l'année prochaine pour le championnat d'Europe. Ils ont tout prévu pour. Là, je crois qu'ils vont rouler à Nova Paca dimanche pour prendre un peu la température, je crois. D'accord. Écoute, on va suivre ça. Je ne crois pas qu'ils aient annoncé encore leur participation à Nova Paca, mais c'est vrai que malheureusement, on le sait, nos amis de Saint-Denis ne vont pas pouvoir organiser leur épreuve. Donc peut-être que, allez, il suffit de pousser encore quelques centaines de kilomètres et on est arrivé à Nova Paca. Patrick, une question pour les garçons. Oui, on parlait un petit peu de la crise. Philippe, toi, comment est-ce que tu as réussi à traverser, comment tu surmontes cette crise? Bah, moi, j'avais, comme beaucoup de préparateurs, un petit peu de retard, donc ça ne m'a permis de te mettre à jour. Le Covid, c'est pas si mal que ça. Ouais. Ça m'a permis un peu de remettre à jour. Et puis bon, moi, du fait que je fais, déjà je travaille seul, donc j'ai pas besoin non plus de 50 voitures pour boucler le budget. Mais du fait que je fabrique des cross-cars, des monoplaces, j'ai ce qu'il faut, ça va. Pour mon petite entreprise, pour la crise. Ouais, d'accord. La carrière du châssis dual, est-ce que ça a été juste one shot, un coup comme ça, et puis c'est tout, c'est resté comme ça? Non, j'ai de la demande en ce moment sur des écoles de pilotage en Allemagne. Donc je suis en train de répondre à des devis, voilà. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, je travaille seul, donc faut pas que j'en ai trop à faire quand même, quoi. Oui. Priorité le championnat ou finalement, quand une opportunité se présente, s'il y a le temps, on essaye de l'attraper aussi? Bah, en fait, le premier dual que j'avais fait pour Florence, c'était il montait sur une école de pilotage. C'était un truc pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai d'autres demandes, mais pour moi, la priorité, c'est le championnat de France, bien sûr, et puis le championnat d'Europe aussi, hein, avec Thomas qui va partir là-bas. Et puis j'ai deux pilotes luxembourgeois qui vont rouler aussi, hein. Les deux fils Shannon qui vont rouler, un avec le Bitriomphe que j'avais fait il y a 2 ans, et l'autre, le plus vieux avec un Hayabusa que j'ai fait l'hiver dernier, et le plus jeune avec le Bitriomphe que Kevin roulait avec. Donc ils ont déjà fait quelques séances d'essai. Donc je vais avoir un petit peu de Camoto en Europe l'année prochaine. D'accord. Et Peters, bien sûr, hein, le pilote luxembourgeois qui roulait avec le moteur Triumph, voilà, on précise. Du côté du Super Buggy, non, t'as pas d'ouverture, t'as rien. Ou alors c'est vraiment un monde complètement différent, on va dire. Au début, je pensais qu'avec des moteurs de moto, on pouvait y arriver. Maintenant, j'en doute un peu plus.
Et après, fabriquer une voiture avec un moteur de moto, c'est au niveau du poids, au niveau de la répartition des masses, tout ça, j'ai pas d'expérience là-dessus. Il faudrait y travailler et ça prendrait beaucoup de temps. Pour le moment, non, c'est pas. Non. D'accord, Philippe, merci. Et bien pour Maurice, même question. Au niveau de la crise la crise Covid, on va dire. Oui. Nous, c'est un peu comme Philippe en fait. Bon, ça nous est tombé dessus comme un coup de massue. On s'est demandé ce qu'on allait en sortir, mais quand même, il faut. Au mois de mars, on était submergé de commandes, mais de tout. C'était impressionnant. On se demandait comment on allait pouvoir faire d'ailleurs. Et bon, on savait qu'en faisant beaucoup d'heures, on allait pouvoir s'en sortir parce que ça, moi, je tiens absolument à respecter mes délais, c'est pour moi primordial. Et on avait le stock nécessaire pour pouvoir fabriquer tous les amortisseurs. Le défi était prêt à relever. Et puis on s'est dit comment une boîte qui vit de la compétition, donc de l'événementiel, va pouvoir s'en sortir. Et finalement, on s'en sort plutôt bien. On a toujours des commandes et ça tombe et ça arrive toujours. On en a profité pour faire des belles séances d'essai. On en a fait quelques-unes vraiment où on a pu avoir le temps de discuter avec tout le monde, d'essayer pas mal de choses avec nos pilotes sur différents endroits. C'était vraiment des moments, des week-ends exceptionnels, très 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 bénéfiques. Et il y a des projets qui tombent encore maintenant. Que ce soit en autocross, en sprint car, on a toujours des demandes. On en a profité pour peut-être accélérer sur du développement de nouveaux systèmes. Et puis là encore maintenant, on a des projets qui viennent d'être signés très 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 intéressants et qui sont porteurs pour l'avenir. Oui. Ouais. Donc positif. Est-ce que pour l'avenir, vous avez encore, vous pensez pouvoir encore amener des nouveautés, ou est-ce que à un moment ça va être, on est au bout du bout, ou il y aura toujours une amélioration encore à ramener? Non. Les matériaux peut-être, les fluides. Voilà. Paradoxalement, on s'est dit au bout d'un moment on va plus pouvoir trouver quelque chose, grand chose, parce que là on commence à creuser de plus en plus. Et puis, on trouve encore des solutions, des technologies qui vont faire évoluer. Alors, maintenant, on parle plus de gagner la seconde, on parle de gagner le dixième, forcément. Mais il y a encore des solutions techniques à venir, oui. Toi, Philippe, tu penses aussi, donc, est-ce que le fait de cette homologation européenne, est-ce que ça t'a modifié vraiment ta façon de construire les châssis, ou non, c'est juste une histoire on va dire, de dimensionnement qui t'a été imposé? Non, ça change pas grand-chose. Ils ont changé les diamètres de tubes, mais comme je disais tout à l'heure avant l'émission, ce que la France nous demandait, à part les diamètres de tubes, c'est sensiblement identique. Il y a quelques petites modifications. Mais bon, après, ça remet un peu de poids sur les voitures, ça rebat un peu les cartes, mais rien de bien. Non. Ouais. Après, je pense que là où ça évolue vraiment, pour les équipementiers où c'est plus compliqué, je pense, c'est pour les amortisseurs déjà, parce que ça évolue très très rapidement, et puis dans qualité. Et puis les moteurs, bien sûr, les nouveaux moteurs qui arrivent. Là, le MP09 qui arrive, comme disait Maurice tout à l'heure, ça change pas mal de choses. Le comportement de la voiture, le comportement du moteur, bon voilà, ça c'est une autre évolution. Et puis dans 10 ans ou dans 5 ans, il y aura un autre moteur. Il faudra que la voiture réagisse différemment pour exploiter au mieux ce que le moteur peut donner. Et puis voilà, je trouve que c'est l'évolution normale. Hein. Ça ne fera qu'évoluer de toute façon. C'est effectivement des évolutions, mais là encore, c'est cyclique. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Philippe, des moteurs de moto en Super Buggy, où tu n'es pas forcément aujourd'hui persuadé que ça puisse gagner, parce qu'effectivement, on l'a vu, certains ont gagné en France. En Europe, c'est quand même la domination de Stub. On a vu Flo un peu dans le coup, on a vu Johnny un peu dans le coup. On voit Flo revenir sur un moteur issu de la production automobile. On voit que tous ceux qui veulent aller battre les plus grands reviennent sur des moteurs de voiture. Renchis sur le Volvo, Germain Bousset avec sa nouvelle machine sur le Volvo. On a également le cas avec Christophe Périchaud qui nous a présenté une très belle machine. Là encore, c'est cyclique et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est ce qui a fait votre force, c'est de pouvoir s'adapter à ces évolutions. Ouais.
Oui, Maurice, il a fallu, c'est ça, il faut, parce que la mode est au bimoteur de moto, donc il faut absolument avoir les amortisseurs qui aillent dans ce sens-là. Et puis très vite, la vapeur peut se renverser sur une saison ou deux. On revient sur d'autres conceptions de machines. Oui, complètement. Bah, c'est là d'où vient la force de l'expérience. Hein. Ça va rebondir et s'armer pour pouvoir rebondir. Il faut l'amortisseur, ça se crée avec des données. Il faut travailler sur les acquisitions de données. Il faut passer beaucoup de temps sur les bancs avec des bonnes équipes aussi, parce qu'on en a parlé. Il y a des gens qui peuvent nous faire évoluer, ou des fois l'inverse. Hein. Il y a des gens qui nous font plutôt contre-évoluer qu'autre chose. Bon, ben, voilà, c'est partie du système. Maintenant, c'est la vie de maintenant. L'évolution, elle est permanente et on est dans un cycle où la vitesse à laquelle on doit réagir est de plus en plus... oui, le temps de réaction doit être un peu réduit, oui. L'exigence des clients est de plus en plus importante. Voilà, mais en même temps, les systèmes de maintenant vont plus vite, les techniques d'usinage sont de plus en plus élaborées, les matériaux évoluent également. On a une ouverture sur les connaissances des matériaux qui sont de plus en plus importantes. Bon, ben voilà, à nous de relever tous ces défis voilà, chaque année. Hein. On parle de défis, j'ai une question qui me vient. Certaines disciplines du sport automobile se sont déjà mis à l'électrique. Oui. Comment on s'adapte à ça? Et quand on est constructeur de châssis, et quand on fabrique des amortisseurs. Philippe, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y travailles? Est-ce qu'il y a peut-être un projet dans un carton? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, j'ai déjà rencontré des ingénieurs qui fabriquent des moteurs électriques et des batteries. Oui, on est en train de regarder ça. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Camoto est sur le fait, ou au moins sur le coup, dans l'attente éventuellement de la création d'une discipline ou d'une catégorie supplémentaire qui pourrait être électrique. Camoto s'y prépare en tout cas. Ah oui, bah, pas uniquement pour ça, aussi pour le loisir. J'ai des demandes pour le loisir et donc j'ai contacté des gens spécialisés là-dedans par l'intermédiaire d'une personne de Reims qui connaît bien le milieu. Et on peut faire des trucs très très bien. Oui. Ouais. C'est intéressant, mais ça aiguise un peu ma curiosité là. Mais bon, Maurice, les amortisseurs et l'électrique. Alors, les amortisseurs électriques, le moteur électrique, parce que si on parle d'élémentaire électronique, c'est interdit complètement. On a essayé d'y aller pour pas se cacher. Bon, alors... c'est comme on discutait tout à l'heure au niveau des catégories de moteurs. Hein, c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'on ne règle pas un moteur électrique comme on règle un R6. Voilà, le couple est tout à fait différent. Donc, il faut pouvoir adapter l'amortisseur à cela. Et on a fait un peu de recherche sur des systèmes pour pouvoir, au cas où, monter nos amortisseurs sur des véhicules électriques. Oui. Ok, d'accord. Merci les garçons. Oui, voilà. 42 minutes d'antenne. Patrick, un mot Oui. pour une dernière question peut-être. Oui. Demain, par exemple, moi, comme ça, j'ai le pouvoir d'aider, on va dire, les constructeurs châssis, constructeurs amortisseurs, tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir évoluer dans la discipline? Qu'est-ce qu'on pourrait, Philippe, qu'est-ce que tu aurais besoin pour que la discipline évolue, on va dire, dans le bon sens, hein, bien sûr, et de quoi tu as besoin? De quoi j'ai besoin? Après, sur d'argent, bien sûr, hein, comme nous tous. Non, mais moi je pense que on peut toujours. Moi je pense que dans l'ensemble, ce qui est fait. Ça va bien. Ouais. Après, vous savez, quand on est allé dans la première réunion FIA pour les diamètres, vous savez, le fameux XC Crosscar avec les diamètres de tubes, avec les machins, ça a changé tout un tas de trucs. Et en fait, les gens qui étaient là-bas nous ont expliqué la raison de ça, une fois qu'on connaît bien tous les tenants et les aboutissants, on se rend compte que c'est pas forcément mauvais ce qu'ils font ou pas forcément. Ils n'ont pas forcément tort, quoi.
Après, c'est facile de critiquer les gens qui font. Les gens qui font pas, c'est ceux-là qui critiquent. Mais moi, je pense que c'est pas trop mal. Bon, il y a des sujets on va pas aborder là, mais qui gênent un peu les professionnels qui mettent des sous dans la caisse pour faire les systèmes. Oui, je vois de quoi tu veux parler, oui, effectivement. Voilà. Tu as bien résumé la chose. Voilà. Maurice, de votre côté? Moi, je pense que le sprint car, l'autocross, les circuits, c'est tellement atypique. Je vois pas ce qu'on peut changer et je vois pas ce que vous pouvez vraiment améliorer au niveau des circuits, au moins si on parle de ça. C'est quand même relativement professionnel. C'est même, je trouve que c'est une discipline qui est méconnue pour moi au niveau du sport auto. Médiatiquement, il y a peu de disciplines qui donnent autant de frissons, quoi, quelque part, et autant intense que ce qu'on voit en autocross. Il y a pas mal de disciplines sur lesquelles on s'ennuie. Moi, l'autocross, on se s'ennuie jamais, autrement les sprint cars encore moins, quoi. Donc, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, donc tout est très bien, tout est bien organisé. Il y a rien à, c'est du bonheur, quoi. Globalement, ça nous manque tellement cette année que on peut pas approcher quoi que ce soit. Ouais. Non. Hein. Merci les garçons pour cette réponse. Moi, j'ai une question. Alors, pas pour mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais je voudrais, les garçons, que vous puissiez me donner votre pilote favori dans notre discipline, celui qui vous marque le plus, qui vous a marqué le plus, et pourquoi? Philippe. Alors là, moi, je peux pas, c'est difficile à dire. Moi, depuis que je suis dans le cross-car, il n'a jamais roulé chez moi. Il y a un pilote qui m'avait impressionné au début de ma carrière dans le cross-car, c'était David Diade. Ouais, ce mec m'a scotché. Après, il y a quelqu'un comme Vincent Delarue. Vincent Delarue, la saison d'avant, il avait fait 15e. Et la saison d'après, il a fait une saison terrible. Et puis, c'était mon premier titre. Après, Florent Tafani, Johan Derum, c'est des mecs, à un moment donné, ils ont été exceptionnels. Thomas Christol. Et tous, hein, je crois. Tous, même en junior, hein, il y a des. Oui. Vous savez, il y a une. J'allais pas l'oublier, c'est pas ça, mais là, pour moi, il y a quelqu'un qu'on va entendre parler longtemps et très forte, c'est Lola Moreton. Oui, complètement, oui. Je pense que ça va être quelque chose. L'année dernière à Issoire, à la dernière course du championnat, je l'ai vu faire des trucs avec un 600, c'était sa première course. Et j'avais les poils qui commençaient à monter sur les bras. Et quand je dis ça, c'est bon. Et je vous jure qu'elle va faire très, très fort. Et c'est une fille, et elle va gagner chez les mecs. Ouais. Écoute, Philippe, on a noté et on a noté que tu avais mis une petite pièce sur Lola Moreton. Maurice, un pilote. Moi, nous ici, le pilote, forcément, il y en a tous les pilotes qu'on a eu quand il y a le titre champion de France. Voilà, mais au-delà de tout ça, il y en a un qui fait toujours surface, qui nous a quittés, qui a été resté 5 ans titré chez nous en suspension, c'est Vincent Priat, forcément, qui nous a quittés pendant 2 ans et on était tellement déçus pour lui de le voir sans trop de résultats. Là, il est revenu chez nous et c'est que du bonheur le voir gagner chaque course maintenant, chaque course qu'il peut faire. C'est bon. En plus, on s'est jamais mis en mauvais termes. On est toujours resté bon copains, que ce soit l'équipe et moi, avec lui et sa famille. Et voilà. Puis après, il y a tous les autres. Forcément, on a parlé de Johnny tout à l'heure, mais tous les autres qui ont été titrés, même Edouard Vignal l'année dernière, c'était avec plaisir, un grand plaisir. Ouais. J'ai eu Jason ce matin. Il m'a dit que Vincent, ça n'allait pas durer. Il allait. On va tout faire pour qu'il se demande. Oui. Non, mais voilà, Jason aussi, il est venu chez nous cette année. Et, Non, mais c'est du bonheur, quoi, quelque part. Ouais.
Eh bien, merci les garçons pour toutes ces informations parce qu'on a encore une fois appris plein de choses. Décidément, ces émissions avec les équipementiers nous nourrissent parce qu'on apprend vraiment plein de choses sur le domaine de la technique. J'espère vous aussi que, chers téléspectateurs, eh bien, cette émission vous a plu. Elle était consacrée aux équipementiers. On se retrouvera la semaine prochaine, très certainement, avec des organisateurs du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Dès demain, cette émission sera disponible en replay sur la page YouTube FFSA TV, puisque l'autocross et le sprint car est à la une de la page de la FFSA depuis 19 semaines maintenant. Pour suivre le démarrage du prochain direct, eh bien, sur YouTube, il faut cliquer sur la cloche et sur le petit pouce pour être alerté du direct. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se donne rendez-vous lundi prochain. Je remercie bien évidemment Didier Rodrigue à la technique qui représente la société Mastermast, David Léritier à Block Design pour la création graphique et puis Dominique Nézère qui nous a fourni les images pour le générique. Excellente soirée à tous. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut. Bonne soirée. Au revoir.